Amis téléspectateurs de Mourchid TV, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans le cadre de votre émission Révision. Aujourd'hui, nous sommes encore ici à De la Force pour dérouler un cours d'histoire et de géographie. Nous avons encore le plaisir de recevoir M. Diallo, qui est professeur d'histoire et de géographie, qui est vraiment un habitué, quelqu'un de très disponible et très volontaire pour nous proposer des cours dans le cadre de votre émission Révision. Véritablement, nous demandons également aux différents établissements et collègues s'ils veulent abriter l'émission Révision, s'ils veulent vraiment nous accueillir, nous sommes disponibles pour des propositions de sujets et également des écoles qui voudraient bien accueillir l'équipe de Mourchid TV dans le cadre de l'émission Révision. Nous sommes encore, comme vous l'avez constaté ici, avec notre ami M. Diallo, dérouler un cours très intéressant qui concerne la deuxième partie du programme d'histoire et de géographie, qui se trouve être la décolonisation. Mais nous allons pour cette séance nous limiter aux causes générales de la décolonisation. Monsieur Diallo, véritablement, nous sommes encore heureux de vous retrouver après avoir abordé avec vous justement après avoir fait un diagnostic sans précédent du programme généralement d'histoire et de géographie. Nous revenons quand même pour aborder la deuxième partie qui se trouve être la décolonisation, mais surtout les causes générales de la décolonisation. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de notre émission Révision. Le plaisir est pour moi, M. Diak. Bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs de Mourchid TV. Merci beaucoup, les élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon du programme corrélative à ce qui est communément appelé la deuxième partie du programme, décolonisation et affirmation du tiers-monde. Et par conséquent, le chapitre que nous allons aborder s'intitule les causes générales de la décolonisation. Alors, chers élèves, la première question, c'est ce que j'appelle la question découverte. Qu'appelle-t-on décolonisation? Et pourquoi décolonisation? Qu'appelle-t-on décolonisation et pourquoi décolonisation? Oui, mademoiselle Faye. On peut dire que la décolonisation est un mouvement d'émancipation d'une nation en vue de retrouver leurs autonomies politiques. Oui, mouvement d'émancipation. Oui, qui dit mieux? Qui dit mieux? Oui, Kan? On peut dire aussi la décolonisation, c'est un processus par lequel un pays colonisé redevient indépendant au niveau du régime politique. Un processus, oui. La décolonisation, c'est un processus. D'accord? Alors, sous ce rapport, la décolonisation apparaît comme étant le processus d'émancipation, mais politique. Processus d'émancipation politique des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés. Mais s'il en est ainsi, la décolonisation a été enclenchée mais timidement au lendemain du premier conflit mondial. Timidement au lendemain du premier conflit mondial, mais va prendre ce qu'on appelle une ampleur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et par conséquent, la décolonisation sera une réalité à partir de la conjonction de deux grands facteurs. Ce qui fait qu'il y aura ce qu'on appelle une série de facteurs qui permettront les pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés d'aller vers la voie de l'indépendance, d'où l'accès à la souveraineté internationale. Sous ce rapport, nous allons voir les causes de la décolonisation suivant les deux formes ou bien les deux types de séries. Donc, les causes de la décolonisation. Pour véritablement étudier les causes de la décolonisation, je vais faire un schéma pour essayer de fixer les différents facteurs qui vont intervenir pour permettre aux peuples d'Afrique et d'Asie d'accéder à l'indépendance. Suivez ici. Nous supposons que c'est une route. Nous avons un point B, mais au départ, nous avons ce qu'on appelle un point
un point A. De là du point A, on suppose que nous sommes dans la colonie elle-même. Et l'arrivée au point B suppose être l'accès à l'indépendance. Donc, je vais prendre ce qu'on appelle une voiture pour quitter A et venir vers B. Eh bien, voici cette voiture. Excusez-moi, je dessine mal, mais c'est pour que les élèves puissent comprendre. Très bien. Mais pour qu'une voiture marche, il faut au moins la conjugaison de deux, ou bien la conjonction de deux éléments fondamentaux. C'est ce qu'on appelle le moteur et le lubrifiant, avec le carcasse. Le carcasse, c'est ça. Le moteur, c'est ça. Le lubrifiant, c'est à partir d'ici, supposons. Le moteur s'avère être ce qu'on appelle les facteurs internes. Donc, ce qui fait, parmi les causes de la décolonisation, il y a deux formes, c'est ce qu'on appelle les facteurs, ou bien les facteurs internes, qui seront conjugués à ce qu'on appelle les facteurs externes, qui va permettre au mouvement nationaliste d'arriver à la décolonisation. Donc le lubrifiant, supposé, ça c'est le lubrifiant. Entre parenthèses, facteurs externes. Le moteur, c'est ce qu'on appelle les facteurs internes. Et regardez, pour que la voiture puisse marcher, il nous faut au moins non seulement le carcan, la caisse, plus le moteur qui se trouve être les facteurs internes et le lubrifiant qui se trouve être ce qu'on appelle les facteurs externes. Mais il nous faut un conducteur, c'est ce qu'on appelle les mouvements nationalistes. Eh bien, voici avec mon volant, hop, Georges est là, mouvement nationaliste. Donc, je reprends mes explications. La décolonisation peut être définie comme un processus d'émancipation, mais un processus d'émancipation politique des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés. Mais pour que ce processus demeure une réalité permettant aux peuples colonisés d'accéder à l'indépendance, il nous faut la conjugaison de deux types de causes qu'on appelle les facteurs internes et les facteurs externes, qui seront liés avec ce qu'on appelle le mouvement nationaliste. Mais qu'appelle-t-on cause interne? D'abord, pour pouvoir évidemment analyser ce qui s'est passé à l'intérieur de la colonie, pour donner ce qu'on appelle raison de revendiquer l'indépendance. Qu'appelle-t-on facteur interne ou cause interne à la colonie? Oui? Oui, Guy? Internes. On peut sous-entendre que, genre, dans les colonies, il y a eu des problèmes à l'intérieur. Il y a eu des problèmes à l'intérieur des colonies qui vont donner ce qu'on appelle matière à réflexion pour, n'est-ce pas, l'éclosion de mouvements nationalistes qui prend à la branle le corps, ce qu'on appelle le mouvement revendicatif. Oui, mieux. Les tirailleurs sénégalais, après être partis en guerre, ils ont pu constater que il n'y a pas de différence entre Africains et Européens. De là, il y a eu une prise de conscience et une envie de recouvrer la liberté. Alors dans ce cas, est-ce un facteur interne ou externe? C'est externe. Alors, regardez.
quand on parle de facteurs internes, ça veut dire quelles ont été les véritables raisons qui ont permis à l'intérieur de la colonie qu'il y ait ce qu'on appelle l'éclosion d'une classe permettant de prendre ce qu'on appelle les revendications indépendantistes. Eh bien, c'est simple. Une fois que la puissance coloniale s'installe dans la colonie, la puissance coloniale s'attellera à la mise en valeur de la colonie. La mise en valeur de la colonie est consécutive à ce qu'on appelle les transformations socio-économiques. Les transformations socio-économiques de la colonie. Autrement dit, lorsque la puissance coloniale s'installera dans la colonie, elle commencera, pour exploiter les ressources sur place, à mettre sur pied ce qu'on appelle des routes, des voies de communication, à créer ce qu'on appelle des écoles, à mettre sur pied ce qu'on appelle des dispensaires, des hôpitaux, plus tard des universités. Pourquoi? Parce que la puissance elle-même viendra avec ce qu'on appelle des suppléants. Mais ces suppléants ne permettent pas ce qu'on appelle de pouvoir véritablement gérer les colonies. Il fallait chercher ce qu'on appelle des commis de l'administration. Mais pour les commis de l'administration, il fallait les former. Donc, il fallait mettre sur pied les infrastructures de base permettant de recruter, mais aussi de former sur place les commis de l'administration. C'est ainsi qu'il y a eu l'école des fils de chef. C'est ainsi qu'il y a eu l'école de William Ponty. C'est ainsi que plus tard, il y aura ce qu'on appelle la création de l'Université de Dakar 1957 pour la formation de l'ensemble de ces cadres capables plus tard de suppléer à l'administration coloniale. Mais les transformations socio-économiques vont induire un éveil véritable. À partir du moment où, sur place, il y a des écoles, cette école va entrer ce qu'on appelle un éveil de conscience sans précédent. Sur le plan économique, la mise en valeur de la colonie avec ce qu'on appelle l'agriculture va certes entrer ce qu'on appelle une production, mais cette production s'accompagne de ce qu'on appelle un boom démographique qui va entraîner plus tard ce qu'on appelle une misère populaire. Pourquoi boom démographique? Augmentation des rendements agricoles et par conséquent qu'il y ait ce qu'on appelle des mouvements revendicatifs ou bien une remise en question parce que tout simplement la misère populaire s'accentue. C'est paradoxal. C'est parce que tout simplement, les ressources agricoles créées pour une bonne partie allaient être transférées au niveau de la métropole, alors que le boom démographique ne s'accompagne pas de véritables politiques pour pouvoir permettre à ces populations sur place de se prendre véritablement en charge. Cela va entraîner la misère populaire et par conséquent des révoltes commenceront à voir le jour. Mieux, l'éveil des consciences va permettre ce qu'on appelle l'éclosion d'une classe intellectuelle qui, une fois dans la métropole pour continuer ce qu'on appelle les études, seront en contact avec les idéaux de liberté et d'égalité. En métropole, il y a des idéaux de liberté et d'égalité alors que nous avons des individus, des personnes. Ils vont se dire pourquoi ne pas extendre la portée de ces documents au niveau de la colonie. Ce qui fait que les transformations socio-économiques dans les colonies vont entraîner ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Et c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle les facteurs internes au niveau de la colonie, qui par conséquent constituent ce qu'on appelle le moteur par excellence du mouvement de la décolonisation. Mais à côté de ces facteurs internes, s'y grefferont d'autres facteurs. C'est ce qu'on appelle les facteurs externes. Mais avant d'en arriver à ce qu'on appelle les facteurs externes, cet éveil de conscience permettra véritablement de voir ce qu'on appelle émerger de nouveaux leaders formés à l'école occidentale. C'est le cas d'Habib Bourguiba, par exemple. Partisan qui prône la laïcité. C'est le cas de Ho Chi Minh,
qui prône le nationalisme. Mais aussi c'est le cas du Ghanéen, excusez-moi, de Kwame Nkrumah, mais aussi de Gandhi, partisan de la non-violence. Donc, pour ne citer que ces intellectuels, nous allons voir que c'est une classe intellectuelle qui va prendre à bras le corps ce qu'on appelle des mouvements nationalistes. À côté de ces facteurs maintenant internes que nous voyons ici, qui permettront de démarrer le processus d'émancipation politique des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés, s'y grefferont d'autres facteurs qui peuvent être aussi appelés ce qu'on appelle le lubrifiant. Parce que la voiture ne peut pas marcher avec ce qu'on appelle le moteur seulement. Il faut également ce qu'on appelle le lubrifiant. C'est ce que j'appelle les facteurs externes à la colonie. De quoi s'agit-il véritablement? Quand on parle de facteurs externes, il s'agit des facteurs qui sont exogènes. Ça veut dire qui ne sont pas directement liés à la colonie, mais des facteurs qui nous viennent de l'extérieur pour s'y greffer. Et par conséquent, cela va entraîner ce qu'on appelle un mouvement d'ensemble. Et à partir de ce moment, il y aura ce qu'on appelle le processus qui est déjà enclenché, qui va prendre ce qu'on appelle un essor fulgurant. Et c'est quoi les facteurs? Excusez-moi, nous allons voir ce qu'on appelle les facteurs externes. Alors, pour voir les facteurs externes, il va falloir s'orienter vers ce qu'on appelle un autre monde. Un autre monde où nous allons voir la conjugaison d'un ensemble de faits et de phénomènes qui permettront d'accélérer ce qu'on appelle le processus d'émancipation des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés. Et parmi les facteurs externes, nous avons ce qu'on appelle le poids de la Seconde Guerre mondiale. Donc de la Deuxième Guerre mondiale. De quoi s'agit-il quand on parle le poids de la Seconde Guerre mondiale comme étant un facteur externe permettant, avec les facteurs internes, d'accélérer le processus d'émancipation des pays d'Afrique et d'Asie pour aller à l'indépendance. De quoi s'agit-il? Oui, M. Diop. Après la Seconde Guerre mondiale, la France, qui avait amené des tirailleurs de ses colonies pour faire la guerre, ils ont combattu avec les Français. Maintenant, ils se sont rendus compte que ils étaient les mêmes. Il n'y avait pas de différence entre Français ou Sénégalais, Français ou Maliens et autres. Mais aussi, la France est affaiblie. Après, avec la guerre, économiquement et politiquement aussi, ils ont beaucoup perdu. De là, les autres pays des autres colonies ont voulu prendre leur indépendance parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient plus d'un chef qui ne pouvait plus rien faire pour eux, mais qui continuait toujours à les exploiter. C'est pour ça qu'il y a eu ces causes externes. Très bien. Oui, yo. La participation des soldats indigènes aux opérations de la Seconde Guerre mondiale ont permis au peuple colonisé de briser le mythe du blanc, qui est l'invincible et autres comme ça. Et ils ont dû faire appel à l'égalité des peuples entre noirs et blancs. C'est ça. Oui, Aïdara. Les puissances européennes, les puissances colonisatrices, surtout les pays européens, face aux pertes de la Seconde Guerre mondiale, savent qu'ils ne peuvent plus se gérer. Donc ils vont décider d'abandonner les pays colonisés. Okay. Bien. Alors, je trouve intéressant cette contribution. En fait, quand on parle de facteurs externes, on peut les situer sur 4 axes. Le poids de la Seconde Guerre mondiale, le rôle des superpuissances, le rôle de l'ONU, mais aussi le mouvement de solidarité du tiers-monde. Donc, venons-en à ce qu'on appelle le poids de la Seconde Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale a été déterminante dans le processus de décolonisation à maintes égards, ça veut dire à plusieurs endroits. Il s'agit d'abord des promesses d'émancipation faites par les puissances colonisatrices aux pays colonisés en compensation des sacrifices de guerre. On peut se conférer à la conférence de Brazzaville. Il s'agit également de ce qu'on appelle la perte de prestige des puissances européennes. En fait, dans ce qu'on appelle l'œuvre de la colonisation, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de formatage des consciences africaines pour montrer que l'homme blanc est un être supérieur et que nous, les Noirs, nous ne sommes que des êtres taillables, corveillables et à la merci de tout. Par conséquent, nous ne sommes bons à rien. Et à partir de ce moment, nous prenons le blanc comme étant un démiurge. Ce qui fait que dans le cadre de l'engagement des peuples africains, des pays africains ou bien des colonies africaines dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, le mythe de l'homme blanc s'effondra. Parce que dans les théâtres de front, l'on se rend compte que c'était des êtres comme vous et moi. Souvenez-vous d'un de vos ouvrages au programme, Une vie de bois de Ferdinand Oyono. Lorsque, comment on appelle, rappelez-moi s'il vous plaît, Toundi est entré dans la chambre du révérend père, ce qu'il a vu lui a montré, lui a permis de savoir que c'est un être qui lui est égal. Donc ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une démystification, perte du prestige de l'homme blanc. Il s'agit également le revers de la médaille, avec la charte de l'Atlantique qui stipule la lutte contre le colonialisme, la tyrannie et l'impérialisme. Donc ce qui fait que la Seconde Guerre mondiale a été déterminante dans le processus d'émancipation politique des pays d'Afrique et d'Asie. Deuxième axe, comme facteur externe, c'est ce qu'on appelle le rôle des superpuissances. De quoi s'agit-il? Le rôle des superpuissances. Quand on parle du rôle des superpuissances dans le processus d'émancipation politique des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés, superpuissance, nous venons de voir et de terminer ce qu'on appelle la guerre froide. De quoi s'agit-il quand on parle du rôle des superpuissances dans le cadre, n'est-ce pas, de la décolonisation? En fait, les deux superpuissances, à savoir les États-Unis et l'URSS, qui se sont engagés dans le cadre d'une guerre communément appelée la guerre froide, avaient besoin chacune, parce que je parle de superpuissance, de soutien inconditionnel pour se prémunir de l'éclatement d'une troisième guerre mondiale. Par conséquent, pour l'URSS, l'anticolonialisme de l'URSS rentrait en droite ligne avec toute exploitation organisée. Ce qui fait que la politique soviétique était au demeurant contre ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Et par conséquent, l'URSS s'engage à aider l'ensemble des pays qui sont sous domination coloniale d'accéder à l'indépendance. Et par conséquent, les États-Unis de l'autre côté avaient déjà, dans ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique 1941, mais aussi la conférence de Moscou en 1943, avaient déjà décidé de donner l'indépendance à tous les pays qui la réclamaient. D'ailleurs, les États-Unis, comme l'URSS, étaient tenus de respecter leurs paroles de peur d'être évincés par leurs rivaux. C'est-à-dire les États-Unis, en promettant de permettre l'accès à l'indépendance de ces peuples, eh bien, il fallait rendre possible ce qui est nécessaire. Rendre possible ce qui est nécessaire veut dire quoi? Veut dire aider à s'émanciper. S'ils ne le font pas, eh bien, ce sera tout simplement les Soviétiques qui vont récupérer le mouvement d'émancipation et vice-versa. Donc, les deux superpuissances étaient obligées de tenir parole. Mieux, il y aura ce qu'on appelle dans la charte de l'Atlantique un principe fondamental. Parce que dans la charte de l'Atlantique, les États-Unis disent ceci qui est très vrai.
Il s'engage à lutter contre la tyrannie. À lutter contre ce qu'on appelle le nazisme, mais aussi contre l'impérialisme. Du moment où les États-Unis s'engagent dans la charte de l'Atlantique à lutter contre la tyrannie, le nazisme et l'impérialisme, eh bien, il fallait l'appliquer. L'appliquer parce que la colonisation, c'est une exploitation. C'est ce qu'on appelle de l'impérialisme. C'est également, c'est une tyrannie. Même si ce n'est pas du nazisme, parce que le nazisme est hitlérien. Et il fallait l'appliquer. Bien. Le troisième aspect qui constitue un facteur externe, c'est ce qu'on appelle le rôle de l'ONU. Nous sommes toujours dans le lubrifiant. Le rôle de l'ONU. Quel est le rôle de l'ONU dans le processus de décolonisation? Oui, Faye. On peut dire que c'était en sorte d'essayer d'établir une égalité entre les nations, permettre à chaque nation de retrouver ce qu'il a et de retrouver ses droits. Oui, début de réponse. Oui, Joe, et puis vous, quel est le rôle de l'ONU dans le processus d'émancipation? L'ONU a participé à cette émancipation parce que l'ONU a fait des dons. Il a aidé les pays colonisés financièrement et a participé à leur formation. Parce qu'il y avait eu des experts venant de l'ONU qui venaient dans les pays pour qu'ils prennent mieux conscience, quoi. Ok, qui dit mieux? Oui, vas-y, Joe. Dans sa charte, l'ONU a clairement annoncé le principe de l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Exactement. En fait, le rôle de l'ONU a été déterminant dans le processus, d'autant plus dans ce qu'on appelle la charte des Nations Unies de l'ONU. Il a été écrit, ceci je le cite, l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, le préambule même de ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme est très élucidant. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit devant la justice. Mais dans la charte de l'ONU, on dit l'égalité des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire que tous les peuples sont égaux, mais ils ont ce qu'on appelle la possibilité de choisir les institutions qu'ils préfèrent. C'est très clair à ce niveau-là. Sous ce rapport, l'ONU va jouer un rôle extrêmement important. En tant que tribune de dénonciation du colonialisme, l'ONU sera ce qu'on appelle le haut-parleur des opprimés. L'ONU va s'engager dans le processus de décolonisation. Et ce processus sera à ce moment-là amplifié parce qu'il va revêtir un caractère international. À partir de ce moment, l'ONU va jouer un rôle déterminant dans le processus de décolonisation. Mais ce rôle de l'ONU sera renforcé par un autre aspect dans ce qu'on appelle les facteurs externes, c'est ce qu'on appelle le mouvement de solidarité du tiers-monde. De quoi s'agit-il, mes amis? Le mouvement de solidarité du tiers-monde. Oui, essayez de recopier. J'ai l'habitude d'appeler mes élèves à essayer de recopier, c'est une digression. Hein? J'ai l'habitude d'appeler les élèves à essayer de recopier parce que véritablement, ce sont des essais de recopier, ça veut dire rarement ils font réaction. Ils prennent tout ce que le professeur dit comme parole d'évangile. Mais ce n'est pas la même chose ici, vous n'êtes pas à essayer de recopier. Très bien. Mouvement de solidarité du tiers-monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura ce qu'on appelle la conférence de Bandung 1900, la conférence de Bandung, c'est à quelle année? Oui, Faye? Non. 1955. À partir de 1955, il y aura ce qu'on appelle la conférence de Bandung parrainée par l'ONU. Ça veut dire quoi?
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité, j'ai besoin de ça un instant, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu le monde divisé en deux parties dans le cadre de la guerre froide. On ne parlait que deux mondes, l'Est et l'Ouest. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? En 1955, il y aura l'émergence d'un troisième monde. Un troisième monde qu'on appelle les pays du tiers-monde. Pays du tiers-monde, avec ce qu'on appelle des leaders, comme Tito, comme Nehru, comme Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, de l'Inde, qui vont mettre sur pied ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Et ce mouvement des non-alignés va peser lourd. Donc ce qui fait qu'ils vont entrer dans la danse pour ensemble demander ce qu'on appelle l'accès à la souveraineté internationale des pays d'Afrique et d'Asie. C'est dans ce cadre particulier que nous allons voir ce qu'on appelle la naissance du pan-asiatisme. Le pan-asiatisme avec le soutien nippon, mais aussi celui de la Chine communiste. Ainsi, nous allons voir ce qu'on appelle le pan-arabisme, qui va prôner ce qu'on appelle le retour aux valeurs arabes. La rencontre entre le pan-arabisme et l'islamisme donnera naissance à partir de 1945 à la Ligue arabe. Et enfin, il y aura ce qu'on appelle la naissance du panafricanisme avec les Noirs de la diaspora, qui va également entrer dans la danse pour demander ce qu'on appelle à aider les pays d'Afrique et d'Asie, surtout les pays africains, à accéder à l'indépendance. Et parmi les leaders de ce mouvement panafricain, on peut citer William Dubois, on peut citer Marcus Garvey, on peut citer entre autres George Padmore, qui seront ce qu'on appelle des leaders incontestés et incontestables de ce mouvement qui prendra naissance, qui va surtout inspirer des Noirs africains tels que Lamine Senghor, mais aussi le Ghanéen Nkrumah. À partir de ce moment, nous allons voir ce qu'on appelle tous les facteurs qui se réunissent pour permettre à ce qu'on appelle la décolonisation d'être effective. Ce qui fait, l'ensemble des facteurs, je me récapitule ici, si la décolonisation demeure une réalité, permettant aux pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés d'accéder à l'indépendance, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la jonction, la conjugaison d'une série de facteurs internes et externes à la colonie, permettant au mouvement nationaliste d'enclencher le processus d'accès à l'indépendance à ce point B. Ce qui fait que, à partir des années 60, bon nombre de pays d'Afrique accèdent à l'indépendance, alors qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bon nombre de pays asiatiques accèdent à l'indépendance. Je m'en veux pour preuve l'Inde, je m'en veux pour preuve l'Indochine, qui vont constituer ce qu'on appelle le fer de lance du mouvement de la décolonisation qui va inspirer bon nombre de pays d'Afrique au sud du Sahara, mais aussi bon nombre de pays d'Afrique du Maghreb. Et par conséquent, on parle des causes générales de la décolonisation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? Est-ce que principalement, vous pouvez revenir sur les facteurs internes? Parce que les facteurs externes, de façon vraiment très télégraphique, vous les avez constitués. Donc, sous forme de lignes comme ça, qu'on puisse recourir sur les facteurs internes surtout. Très bien. Par rapport à la question de M. Diack, les facteurs internes. En fait, les facteurs internes, ça veut dire les facteurs qui sont directement liés à la colonie. Mais de ces facteurs internes, nous allons voir d'abord ce qu'on appelle les transformations socio-économiques, comme vous l'avez dit. Socio-économique. Deuxième facteur,
ce sera le boom démographique qui n'a pas été véritablement suivi d'une véritable révolution économique. Donc je fais comme ça, après expliquer. Une révolution économique. Troisième facteur qui sera lié à cela, c'est ce qu'on appelle l'éclosion de leaders. L'émergence du leader formé à l'école occidentale. Ça veut dire quoi? Les transformations économiques, de quoi s'agit-il? En fait, la lutte pour l'accès à l'indépendance a toujours été ce qu'on appelle, n'a pas toujours été ce qu'on appelle chose aisée. Mais c'était une constance quand même. Parce que souvenez-vous, le processus de décolonisation a été enclenché timidement au lendemain du premier conflit mondial. Donc ça veut dire au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle va prendre de l'ampleur véritablement à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui va se passer? La puissance colonisatrice dans la colonie, sur place, va procéder à ce qu'on appelle une série de réformes. Ce sont ces réformes qui vont entraîner ce qu'on appelle la mise en valeur de la colonie par la métropole. Cette mise en valeur de la colonie par la métropole va s'accentuer ou bien va se faire à partir de ce qu'on appelle la création des voies de communication dans la colonie. Parce que si aujourd'hui vous voulez exploiter les phosphates, si de l'époque on voulait exploiter par exemple les phosphates de Taïba, il fallait avoir ce qu'on appelle des routes pour les prendre et les acheminer vers Dakar, port de Dakar, et les amener à la métropole. Si on veut prendre de l'arachide du bassin arachidier, il fallait également des routes. Donc, on va mettre ce qu'on appelle des voies de communication permettant à la colonie de pouvoir extraire, mais aussi de transporter les matières premières. Mais aussi, les transformations socio-économiques aillent dans le sens de la création d'écoles. Et de ces écoles, la puissance colonisatrice commencera à former ce qu'on appelle une élite. Une élite qui sera capable de les suppléer dans les tâches quotidiennes, d'où ce qu'on appelle la formation des commis de l'administration. C'est l'exemple de l'école des fiches de chef. C'est par exemple l'exemple de l'école William Ponty. C'est également plus tard l'exemple de la création de l'université Cheikh Anta Diop en 1957. Donc il y a ce qu'on appelle une mise en valeur de la colonie. Mais cette mise en valeur de la colonie va entraîner ce qu'on appelle un boom démographique. Du moment où la colonie est mise en valeur, du moment où il y a ce qu'on appelle des infrastructures sanitaires, eh bien, on voit que la population commence à se multiplier, d'où ce qu'on appelle un boom démographique. Mais ce boom démographique ne s'accompagne pas de ce qu'on appelle d'une véritable révolution économique, permettant aux habitants de la colonie de sentir cette révolution. Parce qu'une bonne partie de ces ressources, de cette production, s'acheminera vers la métropole. Et par conséquent, il y a un boom démographique, mais ce boom démographique ne se fait pas sentir sur la population, ce qui va entraîner ce qu'on appelle des révoltes, des mouvements d'humeur. Des mouvements d'humeur qui seront plus tard formulés, organisés. Avec qui? Avec ce qu'on appelle des leaders formés à l'école occidentale. En fait, une fois que une fois que certains intellectuels sont formés sur place, ils vont bénéficier de bourses pour aller continuer leurs études à l'étranger. Et une fois en étranger, ils seront en contact avec les Noirs de la diaspora. Ils seront en contact avec les idéaux de liberté.
mais aussi d'égalité. Mais ils vont se dire, pourquoi ne pas extendre la portée de ce document vers la colonie? Eux aussi vont s'approprier du concept de lutte pour revenir dans la colonie et organiser ce qu'on appelle les masses laborieuses. Pour en faire un mouvement d'ensemble, c'est ce que j'appelle les causes internes de la colonie. Et plus tard, c'est ce qui permet d'ailleurs au professeur Joseph Cuiserbo de dire que la colonisation a formé les armes de sa propre destruction. Fin de citation. En fait, si véritablement le colonisateur avait su que ces transformations socio-économiques allaient entraîner ce qu'on appelle leur effondrement, eh bien, ils feront autrement que de transformer véritablement la colonie pour entraîner l'éveil des consciences, parce que cet éveil de conscience va entraîner ce qu'on appelle l'organisation des mouvements de résistance pour demander l'accès à l'indépendance. Voici résumé les causes générales de la décolonisation qui peuvent être de tout ordre, les causes internes, mais aussi les causes externes. À vous la parole. Donc, nous sommes vraiment très heureux de suivre vraiment avec beaucoup d'intérêt, avec aussi beaucoup de plaisir la démonstration du professeur. Vous l'avez constaté à la question, souvent, en fait, quand il a demandé est-ce qu'il y avait des questions, peut-être parce qu'on a compris l'essentiel, parce que la démarche est très pédagogique. C'est des schémas, c'est de façon très claire, de façon très détaillée qu'il a eu à nous expliquer ce qu'on appelle aujourd'hui les causes générales de la décolonisation. Je pense que s'il y a d'autres exemples, peut-être des réactions, de questions, oui. Je m'appelle Pape Moussa. Au niveau des facteurs externes, le prof, j'ai constaté qu'il n'a pas parlé des idéologies anticoloniales comme l'islamisme, l'africanisme et l'asiatisme, et aussi des mouvements de lutte pour l'indépendance, comme les mouvements traditionnels et les mouvements modernes. Est-ce que vous pouvez en revenir, s'il vous plaît? En fait, là, vous entrez directement dans ce qu'on appelle les formes de décolonisation. Alors que l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les causes générales de la décolonisation. Et d'ailleurs, quand je parlais du mouvement de solidarité tiers-monde, j'ai parlé de panarabisme, de panislamisme, de panasiatisme. Mais nous ne sommes pas encore à ce qu'on appelle les formes que va revêtir la lutte pour l'accès à la souveraineté internationale, qui sont deux formes, ce qu'on appelle la forme passive et la forme active, qui ne sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Ce qui fait que je me suis cantonné dans une logique d'étudier ce qu'on appelle les causes générales de la décolonisation que voici. Je trouve être la première séance. D'ailleurs, c'est là où j'allais venir pour dire effectivement que nous comptons continuer un peu cette séance, puisque la première étape consistait un peu à parler justement de ces causes générales, parce que nous avons juste une heure de temps et avec une démarche concertée qui prend du temps, parce que puisque nous nous adressons à tous les élèves du Sénégal, il faudra peut-être avoir une démarche aussi exhaustive, aussi détaillée, pour quand même permettre à tout le monde de comprendre l'essentiel. Voilà, donc vous l'avez peut-être anticipé, on pourra, comme il l'a dit, hein, moi-même j'ai vraiment envie de continuer pour qu'on puisse revenir après sur ces détails-là, parce qu'il y a autant d'interrogations. Voilà, vous avez parlé donc que c'est des colons qui ont presque créé leur propre. Vous avez donné l'exemple de ce grand écrivain, de ce grand penseur qui dit que c'est les colons même qui ont créé les armes de leur propre destruction. Mais aussi, Senghor dirait que la colonisation est un mal nécessaire. On reviendra à tout cela. Pour ça, pour voir effectivement que l'installation de ces infrastructures, donc des transformations socio-économiques, également l'émergence des leaders formés à l'école, donc je pense que ça, c'est quand même, c'était nécessaire dans une certaine mesure, et ça nous permettra un peu d'aborder un peu, c'est des astuces qui nous permettront un peu d'aborder cette belle boutade de Senghor. La suite, ce qui concerne un peu la décolonisation, qui est, en tout cas, sous la demande de beaucoup de candidats à l'examen, les candidats nous sollicitent au niveau de Mourchid pour revenir un peu sur la décolonisation. Ils ont déjà des choix de thèmes. Mais quand même, il n'y a pas de sujet prédéfini. On ne saura pas ce qui va sortir à l'examen. Mais les élèves ont des préoccupations par rapport à des leçons bien déterminées. Et parmi ces leçons-là, nous avons la décolonisation. Voilà donc, professeur, c'était encore un plaisir de vous retrouver.
Et nous comptons vous retrouver très prochainement pour continuer un peu la suite de cette leçon. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de Mourchid TV. Merci également à nos élèves du lycée Maurice Delafosse qui nous ont permis également de dérouler ce cours portant sur ce qu'on appelle l'école générale de la décolonisation. Et on se dit à la prochaine pour ce qu'on a un autre thème allant dans le sens de renforcer la capacité des élèves pour, n'est-ce pas, la réussite au baccalauréat. Merci beaucoup encore une fois. C'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Révision. Et nous comptons revenir très prochainement pour un autre numéro, une autre rubrique. Voilà, d'ici, passez une bonne suite de programme sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup.